Donc, je m'appelle Emma Oliveira, j'ai 41 ans, je suis maman de 2 enfants. Je travaille au sein de la police depuis 14 ans. Voilà, et ça va faire 8 ans, 9 ans que je travaille au sein de la direction centrale de la police judiciaire en tant que psychocriminologue. Ça consiste principalement à venir en soutien aux enquêtes policières grâce aux connaissances de la psychologie qui vont être appliquées à la criminologie. On va vraiment faire une étude de personnalité qui est du cas par cas et qui n'est plus de la statistique. Donc, on va le faire grâce à l'étude de la procédure dans son ensemble, via les auditions des victimes, si elles sont encore en vie, des témoins, de la famille. Ça va nous permettre d'être beaucoup plus précis dans le profil éventuel du suspect. C'est un trajet de vie. J'ai très jeune voulu être psychologue. C'est quelque chose qui m'a intéressée enfant. J'aimais observer les autres, j'aimais comprendre ce qui se passait dans la tête de mes amis, de ma famille. Et puis vers l'âge de l'adolescence, j'ai commencé à regarder des films type Le Silence des agneaux, Bourgoin, avec les biographies des tueurs en série américains. Je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'un jour quelqu'un passe à l'acte? Comment on peut jouir à faire souffrir l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'on en vient à tuer ou à violer de façon sérielle? Je ne parle pas d'un accident qu'on peut avoir une fois dans sa vie. Donc j'ai fait un Master 2 en psychologie clinique à Paris-State, Jussieu. Et j'ai fait un DU de criminologie appliquée à l'expertise mentale. Pour être un bon psychocriminologue, il y a deux choses. Il y a effectivement des bons bagages théoriques à avoir en psychiatrie criminelle, enfin tout ce qui touche au domaine de la criminologie. Après, on est que la qualité première à avoir, j'appellerais pas ça la sensibilité, mais l'empathie. Donc l'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre. Pas d'un point de vue émotionnel, mais d'un point de vue intellectuel. La différence de la compassion qui fait qu'on partage l'émotion. Et je pense qu'il faut vraiment réussir à être empathique, à la fois envers les victimes, mais ça c'est relativement à la portée de tout le monde, mais également de ces criminels. Parce qu'il faut accepter de mettre de côté qu'ils ont fait des actes monstrueux, qu'ils ont détruit des vies, voire plusieurs vies, parce qu'il y a des familles qui sont touchées, et d'essayer de comprendre l'humain derrière ça. Et ça, c'est qu'avec l'empathie. C'est-à-dire que l'empathie, moi, me permet de mettre de la distance. C'est plus quelque chose d'horrible et de monstrueux, c'est un acte humain. Là, en ce moment, je suis sur une étude sur les cyberpédophilies. Je lis des choses, je crois que c'est les choses les plus dures que j'ai pu voir dans ma carrière. Que ces parents qui rentrent dans l'inceste et qui vendent leurs enfants, finalement, n'ont pas été maternés, ont été rejetés, maltraités, des fois abusés. Ça permet de comprendre ce trajet de vie qui vous emmène là-dedans. Et quand il n'y a pas ça, il y a souvent la folie derrière, qui fait que vous avez un rapport à autrui qui est défaillant. Donc pour moi, l'empathie, elle est essentielle. Si vous n'êtes pas empathique et que vous êtes dans la haine de l'autre, en disant c'est un monstre, à peine de mort, il faudrait le tuer et tout ça, vous n'êtes pas fait pour ce métier, je pense. Ne pas être professionnel, ça voudrait dire que ça vient déborder ma vie personnelle. Après, j'ai toujours eu la chance qu'on soit plusieurs. On a commencé à 2 avec Florent, on a fini à 5. Le fait d'être plusieurs permet aussi de pouvoir donner la main quand on sent qu'une affaire peut vous déborder. Ce qui m'est arrivé une fois dans ma pratique, j'ai eu 2 infanticides l'un après l'autre, et le deuxième, j'ai dit à Florent, mais encore une fois, je pense que l'empathie, la compréhension, je suis vraiment dans une démarche intellectuelle, pas émotive. Voilà, et je pense de rester professionnelle. Après, je ne suis pas sûre que je ferai ça toute ma vie. Parce que c'est glauque, et finalement, je me rends compte que la vie, c'est pas que ça. En ce moment, on est en train d'essayer de dresser une typologie des cyberpédophiles français. Donc on reprend toutes les procédures qui ont été traitées au sein de la brigade des mineurs de l'Office central
pour essayer d'en faire une grille comme du profilage finalement, une sorte de typologie qui permettrait de mieux cerner qu'est-ce qu'un cyberpédophile. Et la cyberpédophilie, c'est pas que ceux qui passent à l'acte, c'est ceux qui vont enrichir et alimenter ce réseau. Il y en a, ils sont juste producteurs, c'est juste un moyen de se faire de l'argent, donc ils trouvent des enfants, ils les filment pour pouvoir vendre ça sur Internet. Le passage à l'acte, il est souvent multifactoriel. Mais c'est comme si vous, demain, on vous disait que vous n'avez plus le droit de faire l'amour à des hommes ou à des femmes aussi. Et que c'est interdit et que c'est malsain et qu'il faut faire ça avec, j'en sais rien, moi, des animaux, des enfants, alors que c'est pas du tout votre sexualité. Il y a ces pulsions pour eux qui sont difficiles à maîtriser. Après, certains, et même beaucoup, ont cette conscience de faire mal, enfin d'aller en dehors de la loi. Mais pour autant, la pulsion sexuelle, c'est quelque chose qui gouverne un peu l'être humain. Aller à l'encontre d'une pulsion, sachant que la pulsion, c'est la vie chez l'être humain, c'est très compliqué. Après, qu'est-ce qui vous fait passer à l'acte quand vous tuez quelqu'un? Des choses aussi qui les habitent, qui les hantent. Alors soit il y a un besoin de maîtriser autrui, d'être tout puissant et ça passe par la mise à mort. On va avoir plus quelque chose qui relève de l'intolérance à la frustration, l'incapacité à se maîtriser et être plus quelque chose qui relève de la psychopathie ou de la sociopathie et vous passez à l'acte. Soit on va être dans quelque chose de plus commun, je pense notamment dans les violences intrafamiliales, quand il y a des tueries conjugales ou familiales, des fois. Je pense à l'affaire du pont Ligonnès, on a du mal à comprendre pourquoi cet homme il est juste pas parti. Pourquoi il a dû tuer tout le monde. Mais là, c'est que c'est des personnalités très particulières qui sont mégalos, qui ont un besoin de briller via ce qu'ils renvoient, via leur statut de père, de famille. C'est tout un ensemble de facteurs avec une prédisposition de personnalité telle qu'elle a été façonnée avec les expériences de vie qui, à un moment donné, va vous amener à passer à l'acte. Ça a été mon premier mémoire, le crime passionnel, parce que c'est quelque chose qui me questionnait beaucoup. C'est très très rare. Pour moi, le crime passionnel, tel que j'avais pu le lire dans la littérature, c'est je t'aime, tu m'aimes, on s'aime tellement, on se tue pour que cet amour perdure à l'infini. C'est extrêmement rare. Souvent des blessures personnelles. On tue effectivement l'autre par amour, parce qu'il vous quitte, parce qu'il vous trompe, ou simplement parce qu'il vous déçoit, ou vivre avec l'autre qui vous rejette, qui ne vous aime plus, c'est insupportable. Donc on passe à l'acte, on préfère le tuer pour qu'il vous le garde symboliquement. On peut le retrouver dans certains infanticides maternels. Des femmes qui sont en dépression, elles tuent leur enfant et se suppriment derrière. Un peu un crime altruiste, il est fait par amour, pour protéger. Cette fascination morbide, certains pensent qu'elle fait écho au fait qu'on a tous soit des fantasmes violents, meurtriers, de faire souffrir autrui, par vengeance. De voir ça, ça permet aussi de se sentir en vie. Il y a une sorte d'identification aux victimes. On ressent cette essence de vie en nous, en voyant la mort ailleurs. On a deux façons de travailler qui dépendent du management du chef de service. On a eu deux types de chefs de service. On a le chef de service qui va être plutôt sur tout ce qui est cold case, c'est des vieilles affaires non résolues. Des affaires froides, donc c'est des affaires qui datent de 10-20 ans et plus personne travaille dessus. Après on a eu un autre chef de service qui lui était vraiment très proactif et qui considérait que l'Office central c'était un peu comme le FBI, c'était un service d'enquête d'élite avec des psychocriminologues, des analystes criminels. Le Salvac c'est un service qui traite tous les crimes faits en France et qui permet de faire des rapprochements. Donc des outils un peu de pointe que les services locaux n'ont pas. Et donc pour lui, toutes les grandes affaires françaises, donc à l'époque il y a eu l'affaire Fiona, il y a eu le tueur de l'Essonne, il y a eu plein de choses, il considérait que l'OCRVP devait être co-saisi, puisqu'on est toujours co-saisi avec les PJ locales pour que les affaires soient résolues plus vite. Et alors dans ce cas-là, la façon de travailler est très différente, elle se fait beaucoup plus dans l'urgence. Autant un cold case, on peut rester un an et demi dessus,
et rendre un rapport de 30 pages à la fin d'analyse, autant là, on a souvent 2-3 jours pour dresser un profil et on va sur le terrain et on travaille avec les enquêteurs et on participe aux auditions de victimes, de familles. Enfin, tout se fait dans la rapidité parce que soit c'est un serial et l'idée c'est qu'il ne recommence pas, soit c'est un enfant qui est disparu et il faut le retrouver vite. C'est sûr que les 48 premières heures d'enquête sont souvent les plus riches en éléments et les plus crédibles. Plus vous avancez dans le temps et plus on se retrouve face à des problématiques mnésiques chez les témoins, les faux souvenirs, des choses comme ça. Donc plus le temps avance, plus les témoignages sont forcément défaillants. Quand on me pose cette question dans les médias, j'ai souvent dit l'affaire Fiona. C'est une petite fille qui a disparu dans un parc. La mère avait dit qu'elle s'était endormie avec sa fille de 5 ans et sa fille de 2 ans et que quand elle s'est réveillée, sa fille de 5 ans avait disparu.